Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier sur les ondes de Conversation Santé. Je suis Amélie Abraham, cofondatrice de Conversation Santé, la deuxième communauté née de Conversation Papillon. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence sur nos ondes avec Christine Angelard où Hildegarde de Bingen sera à l'honneur. Avant qu'on invite Christine à nous rejoindre, je vous invite à poursuivre la belle tradition de Conversation Papillon et à faire la valse des pays. Donc, vous pouvez nous écrire dans le chat d'où vous nous rejoignez sur la planète aujourd'hui. Je vais me rendre dans le chat pour voir d'où vous êtes sur la planète. Ah, je vois qu'il y a des gens un petit peu partout. Martine d'Auvergne, Monia de la Tunisie, Mélissa de Québec, Monique d'Ariège en France, Catherine de Bruxelles, Annie de Normandie, ça défile très, très rapidement, Clarisse de Marseille, Christelle de Belgique, Grenoble, Gatineau, Suisse, Montréal, Joliette. Il y a des gens vraiment de partout sur la planète. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui puis de voir qu'on est capable de se réunir aux quatre coins de la planète comme ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencière du jour, Christine. Un petit instant, je vais mettre ça à l'écran et voilà. Donc, Christine Angelard, elle est détentrice d'un doctorat en médecine de Toulouse. Elle est aussi diplômée post-universitaire en homéopathie, en naturopathie et en médecine traditionnelle chinoise. Auteure de nombreux best-sellers, La médecine soigne, l'amour guérit, La gratitude guérit, Va vers toi-même, Les essentiels et Voyage au pays de l'intérieur. Elle est maintenant thérapeute en santé globale et pratique en naturopathie au Québec. Donc, Christine, si tu es prête, je t'invite à me rejoindre à l'écran à l'instant. Alors, je crois que ça devrait marcher. Oui, je te confirme que ça va. Bon, très bien. Salut Christine. Bonjour Amélie, bonjour à tout le monde. C'est très impressionnant et très encourageant de voir autant de monde connecté des quatre coins de la planète. Oui, pour vouloir t'écouter puis en savoir plus sur Hildegarde, ça me rend vraiment heureuse de voir l'enthousiasme des gens. Moi aussi. Donc, Christine, tu es une habituée de Conversation Papillon. Il y a sûrement plusieurs personnes dans le chat qui nous écoutent aujourd'hui qui t'ont écouté sur Conversation Papillon dans le passé. Oui. Mais aujourd'hui, pour nous parler de Hildegarde, je trouvais ça approprié de te recevoir sur Conversation Santé. Je sais qu'Hildegarde va au-delà de l'alimentation, mais quand même, c'est une partie intégrante de ses enseignements. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler sur Conversation Santé aujourd'hui. Christine, j'aimerais savoir, quand as-tu commencé à t'intéresser à Hildegarde? Je ne pourrais pas te donner une date, mais ça fait très, très, très longtemps. Ouais. On va dire 30 ans minimum. Je l'ai découverte par hasard. Mais le hasard, on sait ce que c'est. Hein, c'est l'ombre de Dieu. C'est Dieu qui circule incognito. Hein, je crois que ça, ouais. Ça. Enfin, bref. J'ai découvert par hasard. Je devais avoir dans la trentaine. Et ça m'a époustouflée parce que surtout, enfin, on a toujours envie d'apprendre, on a des formations continues, nous nous formons. Bon, moi, tu as dit un petit peu mon parcours. De la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines complémentaires et j'aime apprendre, j'aime découvrir, j'aime compléter, on n'a jamais fini d'apprendre. Et là, je découvre une femme qui fait la synthèse de ce qu'on aimerait faire dans nos pratiques thérapeutiques. Et là, je me dis, mais elle a déjà tout dit. Elle a déjà tout dit. Voilà. Donc, ça fait très longtemps. Après, j'ai énormément de livres sur Hildegarde. Je la côtoie de façon régulière, à petite dose. On ne rentre pas... Enfin, il y a des érudits qui rentrent dans Hildegarde à fond et qui traduisent et qui... Voilà, je ne suis pas une érudite. Je suis une médecin thérapeute qui s'est intéressée à cet enseignement et qui a grandi aussi en spiritualité avec Hildegarde, en spiritualité et en santé. Et pour moi, j'en ai parlé dans Conversation Papillon, je pense que j'en parlerai jusqu'à mon dernier souffle. Santé et spiritualité, c'est quelque chose qui est lié. Oui. Et il y a une trentaine d'années en Europe comme ici, c'était loin d'être le cas. Et là, je redécouvre une femme qui en parle déjà. Donc, voilà, c'est une vieille histoire.
Ça me fait plaisir que tu nous la racontes aujourd'hui, en tout cas. Christine, tu m'as partagé que tu préférais qu'on présente cet atelier de manière plus interactive, plus vivante. Donc, je vais rester avec toi à l'écran tout au long de l'atelier puis te poser des grandes questions qui vont nous permettre d'aller au cœur de la thématique du jour, l'importance des enseignements de Sainte Hildegarde à notre époque. Et on va terminer avec une période de questions à la fin. Donc, tous ceux qui nous écoutent en direct présentement, je vous invite à soumettre vos questions via le chat qui se trouve à la droite, je crois, de votre écran. Et il y a quelqu'un dans mon équipe qui va rassembler vos questions pour que je puisse les poser à Christine à la fin. Donc, Christine, est-ce que tu es prête à ce qu'on se lance? Oui, moi, effectivement, je préfère la formule dialogue, toujours. Parfait. Oui, on y va. Parfait. Moi aussi, je préfère. Donc, première question, Christine. Hildegarde est née en 1098, donc il y a près de 1000 ans. Pourtant, quand on se plonge dans ses écrits, on constate qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui, même si notre monde a énormément changé en 1000 ans. Pourquoi, à ton avis, Hildegarde est autant d'actualité au 21e siècle? Oui, elle a été oubliée pendant des siècles et des siècles et elle est revenue effectivement sur le devant de la scène. Avant de te répondre, je vais faire juste un petit retour sur l'époque justement. 1098, Hildegarde en fait a traversé le XIIe siècle parce qu'elle va mourir en 1179, je crois, à près de 80 ans, ce qui est carrément héroïque et absolument exceptionnel à cette époque, de vivre jusqu'à 80 ans. Donc elle a traversé tout le XIIe siècle. Et c'est une époque où la foi habite le tissu social. Les gens croient, que ce soit les pauvres, les riches, tout le monde a une foi, tout le monde a peur de l'enfer. La foi est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement dominant parfois. Et le corps était considéré comme quelque chose de vil, quelque chose pratiquement de péché dans certains cas, et on devait uniquement être un pur esprit, prier pour gagner son paradis, etc., etc. Je caricature un peu, mais c'est pour vous donner un peu l'époque. Or, Hildegarde est la première qui a dit le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. C'est-à-dire que pour Hildegarde, déjà, il y a ce qu'on appelle maintenant, qui est très à la mode maintenant, mais depuis pas si longtemps d'ailleurs, cette unité corps, âme, esprit. Donc ça a été la première, au tout début du XIIe siècle, à dire attention, on doit prendre soin du corps, comme on prend soin de ses émotions, comme on prend soin de son âme. Alors, si à l'époque d'Hildegarde, le corps était péché, devait être vraiment mis de côté, etc., et il est remis sur le devant de la scène avec Hildegarde comme étant le tabernacle, le saint des saints, en fait. Hein. C'est à l'intérieur du corps que se trouve l'esprit, l'âme, qui est donc éclairée par l'Esprit Saint. Donc, elle remet en valeur ce corps. Nous, à notre époque, on est allé un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout ce qui est physique, physiologique, le corps prime sur tout le reste. Et ça fait pas si longtemps que l'on s'intéresse aux psychosomatiques, enfin, ça fait quand même un petit bout maintenant, et surtout à l'impact des émotions sur les maladies. Donc, quelque part, on se rejoint après 1000 ans d'écart, là. On va enfin peut-être arriver à considérer corps, émotion, âme. Ça, c'est pas encore tout à fait au point de notre époque, mais on va espérer que ça s'en vient. Donc, il y a déjà ce point-là. Autre point où elle est aussi extrêmement moderne, c'est que elle privilégie l'esprit sur le dogme. Elle n'a pas hésité à rappeler à l'ordre des empereurs, des papes, lorsqu'ils s'éloignaient de la doctrine chrétienne. Puisque, bon, évidemment, on n'a pas dit, mais je pense que tout le monde le sait, Hildegarde, c'est une moniale chrétienne. Hein, voilà. Donc, elle préfère l'esprit au dogme. Donc ça peut être intéressant aussi à notre époque. Elle a une conception intégrale de la personne. C'est une thérapeute des corps, c'est une thérapeute des âmes. Et ça, c'était très moderne à son époque. Et nous sommes en train d'y revenir depuis quelques années, à faire le lien entre ces deux versants de la santé. Et surtout, elle invite l'humain à grandir, à croître. Actuellement, on parle beaucoup de développement personnel, à tort et à travers d'ailleurs.
Et c'est là où je m'étais dit, mais elle a tout fait, elle a tout dit. C'est-à-dire que si on s'intéresse au corps, c'est important, mais si on ne traite pas les émotions, ça ne sera pas suffisant. Et si on ne nourrit pas ce qui nous anime au plus profond, si on ne reconnaît pas que nous sommes animés d'un feu intérieur, on fait fausse route. Donc c'est vraiment les trois liés ensemble. En même temps, pourquoi elle est très sympathique aussi, Hildegarde à notre époque, c'est qu'elle est très enracinée dans le monde matériel. Elle a quand même une quarantaine ou une cinquantaine de moniales à s'occuper, à gérer. Elle a un monastère à gérer. Elle soigne, elle reçoit les gens, elle les soigne avec ses sœurs, etc. Donc elle est vraiment les deux pieds sur terre, là, très pratico-pratique. Elle a de l'intendance à gérer, même s'il y a beaucoup de dons qui sont faits au monastère. Donc elle est très enracinée dans la matière, mais elle ne perd jamais ce contact qu'elle a depuis sa plus tendre enfance avec l'invisible, l'incréé. Et Hildegarde, c'est quelqu'un qui se tient debout, les pieds sur terre, la tête au ciel et le cœur absolument brûlant d'amour, ce sont ces termes, hein. Et elle nous invite à la suivre dans cette verticalité. À une époque où on a mis et où on met encore l'homme, je dirais, à l'horizontale, Hildegarde, c'est quelqu'un qui nous redresse. Voilà. Bon, c'est les grandes lignes pour lesquelles, je dirais, Hildegarde est toujours d'actualité, et plus que jamais d'actualité. En même temps, à son époque, c'était aussi une époque très troublée par les épidémies de peste, par les conflits politiques, par la déliquescence de l'Église. Disons qu'il y a peut-être des similitudes avec notre XXIe siècle. Voilà. Oui. J'allais te dire justement, c'est quand même curieux qu'elle redevienne autant populaire à une époque où l'Église est autant mise de côté. Ben, c'est le problème du dogme et de la foi. Et que l'Église est composée d'hommes et de quelques lumières dont fait partie Hildegarde et puis d'autres, peut-être moins visibles. Mais oui, c'est le problème du dogme. Souvent on dit le dogme tue l'esprit. Et c'est vraiment ce que vient rappeler Hildegarde. Elle est quand même très, très respectueuse de l'Église, hein, avec un E majuscule. L'Église est très importante. Hildegarde, on oubliera, il ne faut jamais oublier que c'est une religieuse qui brûle, et le terme est vraiment répété, X fois répété dans toute son œuvre, qui brûle d'un feu divin. Voilà. Et l'Église, pour elle, doit faire des progrès, en quelque sorte. Je pense que 1000 ans après, on peut reprendre la formule. Il va peut-être falloir retrouver l'esprit et lâcher un peu les règles et le dogme. Voilà. Mm-hmm. Christine, avant que je passe à la deuxième question, je vois déjà qu'il y a quelques questions dans le chat qui commencent beaucoup par rapport à l'alimentation. Évidemment, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que je veux qu'on parle d'Hildegarde et l'alimentation. Par contre, tu m'as toujours dit à quel point Hildegarde, ses enseignements vont bien au-delà de l'alimentation. Peux-tu, avant qu'on plonge dans les prochaines questions, nous décrire un petit peu pas les champs de compétences, mais les différentes thématiques que Hildegarde a enseignées? Oui, ça, Hildegarde et l'alimentation, il faut vraiment élargir parce que ce serait criminel de la réduire à l'alimentation. Hildegarde, avant tout, c'est un être spirituel, c'est une religieuse, c'est une prophétesse, c'est quelqu'un qui a des visions. Depuis l'âge de 4 ans, Hildegarde voit l'invisible dans le visible. C'est aussi simple que ça. Alors, à 8 ans, elle est placée dans un monastère où elle va donc être éduquée et ensuite elle va devenir l'abbesse. L'abbesse, c'est la responsable du monastère. Donc, c'est d'abord c'est une fille quand même relativement érudite, à une époque où c'était uniquement dans les monastères qu'on avait l'érudition. Donc, elle la reçoit, cette érudition. Elle a accès à une bibliothèque aussi. Hein. Le XIIe siècle, c'est pas le monde de Cro-Magnon. Hein. Il y a quand même des écrits, il y a des choses qui ont été écrites. Donc, elle a accès à une culture. Donc, c'est une moniale qui va diriger son monastère et c'est quelqu'un qui a des visions et qui va mettre 40 ans avant de les écrire. Les premières visions, elle les a à 4 ans. Et c'est à 40 ans qu'elle finit par... Elle entend, elle a des visions et elle est clairaudiente aussi, elle entend. Et donc, l'esprit lui demande d'écrire. Et elle est très humaine là aussi, parce qu'elle se demande si c'est très juste ce qu'elle entend et ce qu'elle voit. Donc elle va demander, comment dire,
l'aval du pape, en passant par Bernard de Clairvaux, hein, quand même, Saint Bernard. Il va devenir saint après, mais à l'époque, il s'appelle Bernard de Clairvaux. C'est lui qui a remanié l'ordre cistercien. Donc, elle vérifie elle montre ses écrits. Et les plus hautes autorités spirituelles de son époque lui disent effectivement, vous êtes habité par la grâce et il faut absolument que vous montriez, vous divulguiez tout ça. Donc, elle se met à écrire et elle a écrit 3 livres principaux de spiritualité et 2 livres de santé. C'est une thérapeute au sens premier du terme, prendre soin de l'être. Un thérapeute, c'est pas quelqu'un qui soigne la maladie. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui prend soin de l'être, du corps, de ses émotions, de son âme. Donc, moniale, gestionnaire, visionnaire, auteur, c'est le moins qu'on puisse dire, prophétesse, puisqu'elle voit des choses, elle prédit des choses. Naturopathe avant l'heure aussi, puisqu'elle s'intéresse aux simples. Les simples, ce sont les plantes, hein, les herbes. Musicienne avant l'heure, pas avant l'heure, mais musicienne inspirée plus exactement, puisque elle est d'une créativité absolument phénoménale. Il faut être inspiré par, appelez ça l'Esprit Saint, l'univers, le Tout-Puissant, appelez-le comme vous voulez, mais il faut être inspiré pour pouvoir faire tout ce qu'elle a fait. Elle s'en va aussi prêcher à plus de 60 ans au travers de l'Allemagne. Il n'y avait ni TGV ni avion à l'époque, hein, rappelons-nous. Donc, une force de vie extraordinaire. Et elle a passé sa vie à prêcher. Donc, musicienne, thérapeute, gestionnaire, moniale, j'en oublié en plus, naturopathe avant l'heure. Et phare pour son temps, phare pour notre temps. Phare spirituel, phare de la santé globale. Moi, quand je commence à m'orienter, à sortir de la médecine classique et à travailler comme je travaille actuellement, je me suis baptisée thérapeute en santé globale. C'est très, 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 très minime comme terme, mais je veux dire, celle qui est avant tout la thérapeute en santé globale est loin devant tout le monde, c'est bien Hildegarde. Voilà. Donc, la réduire à l'alimentation, c'est une catastrophe. Il y a une mode aussi, elle est revenue par l'épôtre, on va en parler. Moi aussi, je vais vous parler de l'alimentation, mais ne réduisons pas Hildegarde à une diététicienne, même si j'ai beaucoup de respect et d'amour pour les diététiciennes, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est en ça qu'elle nous est nécessaire, parce que sinon, la très bonne diététicienne au XXIe siècle. Oui. Merci. Donc, la deuxième question que je vais te poser. La notion de joie est très présente chez Hildegarde. Dans son livre « Sainte Hildegarde, la santé entre ciel et terre », Daniel Morin a d'ailleurs écrit « La santé n'a pas encore été considérée sous cet angle éminemment positif. Elle n'est pas seulement une absence de maladie, mais une surabondance de vie, une fontaine de jouvence, l'aptitude au bonheur. » J'adore ça, l'aptitude au bonheur. Christine, est-ce que tu peux nous parler de la notion de joie chez Hildegarde, parce que je sais qu'elle est très, très importante et très présente. Oui, et il n'y a pas que chez Hildegarde, je vais y revenir, la notion de joie est capitale dans son œuvre, on la retrouve tout le temps. La joie, elle est centrale dans toute l'œuvre, elle est liée à la santé du corps et de l'âme. Quelqu'un qui est en santé aura le cœur joyeux. Voilà. À différencier du plaisir, parce que je crois qu'on a malheureusement souvent oublié ce qu'était la joie. La joie, c'est un sentiment profond, c'est un sentiment doux. Il y a l'exaltation, mais il y a le plaisir. Mais la joie, c'est plus intime, c'est plus profond, c'est plus nourrissant. Et Hildegarde va nous mettre en garde contre des attitudes, contre la tristesse et la mélancolie, qui vont justement entacher cette joie et qui vont créer le mal-être, la maladie, etc. Cette joie, elle est fondamentale dans l'œuvre d'Hildegarde, mais elle est fondamentale dans l'humain aussi. Ça, c'est pas Hildegarde qui l'a dit, mais je vous le dis quand même. Pour moi, la joie est originelle. C'est ce qu'on retrouve dans ses écrits. Elle l'a pas dit comme ça, mais moi, je vous le formule comme ça. On nous a souvent dit que c'était le péché qui était originel. Or, c'est pas vrai, c'est la joie qui est originelle. Après, il y a une erreur, puisqu'on va aller manger du mauvais arbre, là. Mais la joie est originelle. Et c'est cette perte de relation au sacré qui va entacher la joie de génération en génération. Et dans l'œuvre d'Hildegarde. Et donc, on doit passer
je dirais, de génération en génération, on essaie de revenir à cette joie originelle. Et on a les moyens d'y revenir. On a les moyens, elle va nous dire comment. Donc la joie, c'est véritablement l'énergie du cœur. Ceux qui, en médecine traditionnelle chinoise, on remonte à 2500 ans avant Jésus-Christ, donc on est encore beaucoup plus loin, étaient déjà dit. Dans chaque humain, nous avons une parcelle d'énergie divine qui se trouve dans le cœur. Et c'est la joie. Et cette joie, c'est c'est l'indice de cette partie sacrée qui est en chacun de nous. Donc c'est une joie paisible, c'est une joie tranquille, c'est une joie de confiance. Et évidemment, la vie étant ce qu'elle est, on peut être amené à la perdre, à être entaché de tristesse, de mélancolie, d'angoisse, etc. Et donc elle va pendant toute son œuvre, en tout cas médicale et même spirituelle, sans cesse nous rappeler que nous sommes porteurs de cette énergie spirituelle, de cette étincelle de joie, de cette parcelle d'énergie divine. Donc la joie, c'est en fait le témoin, voilà, de cette énergie divine en chacun de nous. Et elle est capable de voir en chacun de nous, en chaque plante, en chaque pierre, l'énergie du divin. Donc c'est l'appartenance, c'est notre signe particulier de spiritualité, la joie. Et alors, elle va nous donner des outils pour y revenir. Mais pour elle, c'est honorer le divin que de retrouver cette joie. Et Hildegard disait que certains aliments favorisent la joie. Alors voilà, comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette joie? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Il y a 3 attitudes principales aussi sur lesquelles elle revient avant de parler de l'alimentation, mais on va y revenir. Il y a l'observation. Elle apprend aux gens et à ses sœurs à observer la beauté du monde, observer ce qui se passe. Des périodes de contemplation aussi, et une attitude d'émerveillement. Donc elle enseigne ça à ses moniales, observation, contemplation, émerveillement. Puis après, et en même temps, pas après, et en même temps, elle va nous donner 5 grands outils. Bien évidemment, l'alimentation, une nourriture saine. Elle va nous parler elle va enseigner aux sœurs d'être vigilantes quant à nos émotions. Et dans son livre Les mérites de la vie, là, il y a toute une classification de tous nos penchants souffrants, nos mauvais penchants, comme on disait à l'époque, et actuellement, on dirait nos mémoires souffrantes, nos pathologies, nos patterns, comme on dit en très mauvais français et en très mauvais anglais aussi. Donc, faire attention à nos émotions, cultiver la vertu qui va nous guérir de nos souffrances émotionnelles, l'alimentation, on dirait l'hygiène du corps, mais il y a aussi l'hygiène de l'âme, bien évidemment les sacrements qui sont importants et qui étaient assez rares à l'époque. L'Eucharistie, par exemple, les gens ne communiaient pas tous les dimanches, ils communiaient 3-4 fois par an. Donc l'Eucharistie était véritablement vécue comme une fête à son époque. La musique, le chant et la musique sont très, très, très importants chez Hildegard pour élever l'âme et pour retrouver ce chemin vertical, comme je disais tout à l'heure. Et puis des temps de silence. Donc oui, l'alimentation, oui, l'hygiène du corps, mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi l'hygiène du corps, avec des périodes de jeûne, etc., des massages, des soins. Elle va parler aussi de l'attention à nos 5 sens. Donc véritablement, prendre soin du corps, prendre soin de l'âme, les sacrements, puisqu'on est dans un contexte spirituel, et la musique, et le silence. Donc on a 5 outils et 3 attitudes. On va les retrouver tout au long de son œuvre. Les 3 attitudes, donc c'est contemplation, observation, émerveillement, être capable de s'émerveiller. Tant qu'on est capable de s'émerveiller, on vieillit moins vite. C'est toujours d'actualité. Et ces 5 outils dont elle parle. Et l'alimentation, bien évidemment, puisqu'il faut prendre soin de ce corps. Et dans l'alimentation, on va trouver certains aliments qui vont être qui vont apporter de la joie
Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on va retrouver dans certains aliments une richesse en tryptophane, qui est comme par hasard le précurseur de la sérotonine, qui est la molécule de la joie. Ça, on le sait depuis très peu de temps, au XXe, XXIe siècle. Hildegard nous parle au XIe siècle. XIIe siècle, pardon. XIIe siècle, voilà. Quels aliments, par exemple? Alors, en premier lieu, on a l'épeautre, hein, bien sûr. Ça, c'est le saint des saints, si j'ose dire, pour Hildegard. L'épeautre, elle disait, amène de la joie véritable, rend le cœur joyeux. L'épeautre, on a aussi la châtaigne. La châtaigne qui rend fort et joyeux. On a le fenouil. Le fenouil, et ce qui est amusant, c'est que chez Marie-Madeleine aussi, le fenouil enfin amusant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve tout ça dans d'autres avenues. Hein. Le fenouil est très bon sur le plan digestif et aussi est un aliment qui apporte la joie. On a les épices. On a les épices avec le clou de girofle, la muscade, la cannelle, les épices de la joie. Ce sont ces 3 épices. Mais il y a aussi le galanga qui fait du bien au cœur, qui soutient le cœur. Et le cœur, c'est le siège de la joie. Donc, vous voyez. On a ce qu'on appelait à l'époque le bouillon blanc qui s'appelle le molène maintenant, ou la molène, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin. L'isope. Donc, c'est des grands aliments dont elle va se servir, qui vont revenir régulièrement. Dans son quand elle parle d'alimentation, elle parle, et quand elle parle des plantes aussi, l'usage des simples, on appelait ça les simples. Vous savez que dans chaque monastère, il y avait un jardin de simples, puisque les moines, avant Hildegard, pendant Hildegard, après Hildegard, ont toujours eu profession aussi de thérapeute, hein, thérapeute des corps. Hein. Et donc jardin aussi, dans lesquels les plantes aussi, comme les aliments, étaient analysées en fonction de leur énergie de vie. On va en reparler tout à l'heure, c'est la viridité, leur subtilité aussi. La subtilité, c'est les propriétés de la plante ou de l'aliment. Et puis leur nature. Elle parle beaucoup de nature. Est-ce que l'aliment est chaud? Est-ce que l'aliment est froid? Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le retrouver en médecine chinoise, en médecine ayurvédique. Il y a des vérités comme ça qui sont passées à travers les siècles et qui ont été, je dirais, infusées et on retrouve une voie centrale sur cette importance de l'attention à l'aliment et aux plantes et aux arbres qui nous entourent. Donc l'alimentation, les herbes, font partie du quotidien, mais à cette époque, ça n'avait rien d'extraordinaire. Hein. Ce qui était extraordinaire, c'était de prendre soin du corps. Avant Hildegard, on soignait le corps quand il était malade, tandis qu'elle en prend soin avant. La notion de prévention, et nous on appelle ça de la prévention, pour elle c'était un acte spirituel, parce qu'on prenait soin du temple de l'âme. Mm-hmm. Voilà. Et quand tu parles d'aliments chauds, froids, peux-tu aller un petit peu plus en profondeur dans cette notion-là? Déjà, si le système dit que comment le corps arrive à le digérer correctement, donc ce qu'elle décrivait, parce qu'on est au XIIe siècle, on n'a pas les outils et on n'a pas cette connaissance-là, mais elle le sentait déjà, où l'épeautre était un aliment chaud et où des fruits vont être plus froids et vont peut-être être à utiliser modérément si la personne souffre de troubles digestifs. Pour Hildegard, par exemple, les crudivores vont pas être d'accord, vont pas être contents, mais pour Hildegard, de manger absolument tout cru, c'était pas une bonne idée. Il faut d'abord réchauffer l'estomac. Il faut d'abord réchauffer le feu intérieur, en fait, le foyer intérieur, ce qu'on retrouve en médecine chinoise, savoir de commencer le repas par quelque chose de chaud. Voilà. Alors, il y a quelques éléments qui trouvent grâce à ses yeux et qu'on va manger cru, comme par exemple, justement, la châtaigne, le fenouil, les fruits, la pomme, la poire, même si sur le plan thérapeutique, elle les préfère chaud, puisque c'est plus facile pour le corps de le digérer, de l'absorber. Alors, nous, on a ces mots-là. À son époque, elle se rendait compte que c'était plus confortable, plus doux, et que la personne s'en sortait mieux en mangeant chaud que froid. OK. Avant de passer à la prochaine question, j'en ai une autre qui me vient. Hildegard parle de certains aliments comme étant bons pour les gens en santé, mais pas conseillés pour les gens qui sont moins bien portants. Je pense que c'est ça comme ça qu'elle dit ça.
Ce que je me demande, c'est si un aliment, à cette époque-là, si elle dit qu'un aliment était bon pour la personne en santé, mais peu recommandé pour une personne malade, est-ce que aujourd'hui, avec les maladies de civilisation qui augmentent de plus en plus, est-ce qu'on peut prendre ces enseignements tels que tels, sans contexte et sans nuance? Non, non, c'est une très bonne question. Cette réflexion, un aliment n'est pas forcément bon pour une personne saine, une personne fragile, c'est tout à fait d'actualité, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'on fait quand même attention au système digestif, au microbiote. Hein, je veux dire, quelqu'un qui a un problème digestif sérieux, ou même pas sérieux, mais c'est connu, c'est clair qu'on va faire attention dans le choix de certains aliments. Et justement, ce que je disais, on va plutôt lui donner des choses cuites que crues. Quelqu'un qui est en pleine diverticulite, par exemple, on va pas lui demander de manger des crudités, alors que quelqu'un qui est en bonne santé peut très bien manger des crudités sans aucun problème. Bon. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Maintenant, il y a des aliments ou des épices, par exemple, qui ne sont plus d'actualité. Il ne faut pas prendre la diététique d'Hildegarde au pied de la lettre, parce que entre-temps, il faut aussi, il y a aussi des choses qui manquaient à l'époque d'Hildegarde, les tomates, les aubergines, pommes de terre, ça n'existait pas à l'époque d'Hildegarde. Hein. Donc, il faut quand même colorer ça de notre 21e siècle. Par contre, là où je suis tout à fait d'accord, et tout le monde est d'accord là-dessus, je pense, c'est qu'effectivement, on fait attention au terrain, ce qu'on appelle la notion de terrain. Donc, on va d'abord corriger le terrain avant de permettre à la personne une alimentation à large, diversifiée. Et puis, je voulais dire autre chose et j'ai perdu le fil. Redis-moi, j'ai perdu le fil. Est-ce qu'on peut prendre ces enseignements sans nuance à une époque où il y a autant de maladies? Il faut toujours regarder, prendre certaines nuances. Oui, autre chose que je voulais dire aussi, à l'époque d'Hildegarde, l'eau était extrêmement contaminée. Il n'y avait pas de station d'épuration. Donc, vous verrez dans les recettes d'Hildegarde énormément de vin. Bon, c'était du vin cuit. Et on peut toujours utiliser du vin cuit. Mais la première chose qui frappe d'ailleurs quand on lit un petit peu ces recettes, c'est qu'il y a du vin à toutes les sauces, si j'ose dire. Et parce que le vin, c'était au moins, on savait, il était quand même moins contaminé que l'eau. Voilà, par exemple. Je pense qu'il faut, ça a beau être une sainte depuis 2012, il faut quand même garder, et d'ailleurs elle le dit dans cette façon de manger, garder le sens de la mesure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on retrouve, comme je disais, l'histoire du tryptophane que l'on retrouve dans certains aliments qu'elle considère comme les aliments de la joie. Et le tryptophane est un précurseur de la molécule qui nous rend joyeux, entre autres. Donc, il y a des choses qu'on retrouve, je dirais, il y a 75% de son enseignement alimentaire, si je dirais diététique, que l'on va retrouver, mais il faut garder un petit peu, il faut faire attention aussi. Le pierrêtre, par exemple, je sais que le pierrêtre, je sais plus, on le trouve plus, c'était une plante qui était très utilisée à son époque. Actuellement, on s'en sert comme désherbant, et je pense que c'est pas le même. Donc, il faut quand même rester vigilant et ne pas lire les manuscrits d'Hildegarde et se précipiter pour acheter exactement la même chose. Faut quand même avoir un conseil d'abord d'un thérapeute qui connaît la naturopathie, et surtout, là où on la rejoint, c'est véritablement cette notion de terrain. Voilà, cette notion de microbiote d'intestin. Elle fait beaucoup référence au système digestif. Hein. Elle avait déjà compris à son époque l'importance de ce feu digestif qu'il faut donc entretenir, mais ne pas trop faire flamber. Alors, ce sont des mots poétiques, on va dire, pour notre époque, mais on va les transposer en microbiote. Et nous savons que l'importance du microbiote est capitale pour la santé physique, bien évidemment, mais pour la santé psychologique. Donc, il y a une base très solide, et après, il faut quand même garder le sens de la mesure. Ce sens de la mesure qu'elle enseigne aussi autant dans l'alimentation que dans les comportements, je dirais, sociaux, humains, etc. Le sens de la mesure. Ce qu'on retrouve aussi dans les traditions de la médecine chinoise. L'équilibre. Hein. Et c'est toujours en mouvement. Ça n'est jamais acquis. Oui. C'est quelque chose de dynamique, je dirais. Oui, qui demande une introspection puis une écoute de soi-même aussi. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'elle insiste aussi pour ces temps
de retour au centre, de retour à l'intérieur, voyage en pays d'intériorité, comme je disais moi à l'époque. Oui. Prochaine question. Ben, j'allais te demander comment cultiver cette joie. Je pense que tu y as pas mal répondu tout à l'heure. Oui, là, je déborde, moi, très vite. C'est parfait comme ça. Prochaine question. Christine, on a tous déjà entendu l'expression se faire de la bile. Hildegarde aborde elle aussi cette notion de bile qu'elle appelle la bile noire. C'est quoi exactement la bile noire? Alors, déjà, Hildegarde reprend les théories de l'Antiquité, de Galien et d'Hippocrate, hein, où on avait défini, je dirais, 4 humeurs et 4 tempéraments. Alors, il y a la bile jaune, qui est sécrétée par le foie, c'est l'une. Il y a le sang, qu'on retrouve dans les artères, évidemment. Il y a la lymphe, hein, qui correspond au système lymphatique. Et puis, il y a la bile noire, qui serait sécrétée par la rate. Alors, à l'heure actuelle, on ne va pas parler de bile noire, mais. Alors, la bile noire, ça appartiendrait à la rate. Petite parenthèse intéressante, en médecine traditionnelle chinoise, rate pancréas est le siège du mental. Et lorsque le mental tourne en boucle, les spins, comme on dit au Québec, on est dans la rumination intellectuelle et on se coupe de l'énergie du cœur. Je referme la parenthèse, on va sûrement y revenir. Donc, cette bile noire, c'est elle qui, lorsqu'elle est trop sécrétée par la rate, donc par nos ruminations, elle ne parle pas de ça. Moi, je fais des ponts entre les deux. Elle parle de la bile noire qui est sécrétée par la rate, qui appartient à la rate, elle dit. Et lorsqu'elle est en excès, elle va provoquer la mélancolie et la tristesse. Et cette mélancolie et cette tristesse, si elle augmente, si donc le rate tourne trop vite, si j'ose dire, va provoquer la maladie du corps, et la maladie de l'âme, et la maladie de l'esprit. Donc, c'est véritable. Moi, je fais vraiment le parallèle avec ce qu'on nous enseigne en médecine chinoise, c'est la rumination intellectuelle qui va faire qu'on va être coupé de notre énergie. On est coupé du sacré. On est uniquement dans notre mental, dans notre ego aussi, on pourrait dire, dans notre mental. Et on a perdu notre orientation qui est verticale. Là, on est à l'horizontale dans rate pancréas. Voilà, on cherche des solutions avec nos outils. Donc, cet excès de bile noire entraîne la mélancolie et la tristesse. Et la mélancolie et la tristesse, qui sont des états que l'on a tous connus, vont fragiliser la rate et la faire sécréter trop de bile noire. Et donc, c'est un cercle vicieux, là, pour le coup, véritablement, puisque c'est un cercle pathologique. Donc, on est coupé du péché, de l'amour divin, d'après Hildegarde, suite au péché originel. Bon, ça appartient à chacun d'explorer ceci. Mais cette bile noire, c'est véritablement la rumination. Moi, j'ai pas de meilleur terme que la rumination qui va faire sécréter cette bile noire, qui va nous faire devenir mélancoliques, voûtés, perdus dans nos pensées. C'est véritablement la personne qui n'a pas d'issue, qui ne trouve pas de solution à son problème. Voilà. Et comme par hasard, elle parle de mélancolie et de tristesse qui, effectivement, vont, je dirais, entraîner cette roue pernicieuse. Donc, le remède que suggère Hildegarde à la bile noire, c'est de cultiver la joie. De cultiver la joie, d'abord, effectivement, premier remède, peut-être les pierres, l'alimentation, les plantes, et effectivement, bon, les activités, le chant. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, ça n'est pas mentionné clairement, mais à l'époque d'Hildegarde, il n'y avait pas de voiture, hein, et il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, les gens passaient beaucoup de temps dehors, et les gens marchaient beaucoup. Donc, l'exercice physique, l'exercice du corps, faisait partie inhérente de la vie de tout le monde à cette époque-là. Et elle faisait danser ses filles, elle faisait danser ses nonnes pour honorer le divin. Donc le mouvement que l'on retrouve dans la loi des 5 éléments aussi, pour sortir de la rumination intellectuelle, on va cultiver la joie. C'est très joli à dire, mais il faut qu'on donne des outils à la personne. Donc on va la faire, bon, dans le cadre du monastère, on va peut-être l'envoyer prier, mais je suis pas sûre que ça suffise. On va d'abord la faire chanter, la faire danser, l'entraîner là-dedans,
lui donner une alimentation effectivement adéquate avec le galanga, le fenouil, etc. et autres, bien sûr. Faire une monodiète pour épurer le corps, une monodiète à l'épaule. Et puis des temps de silence ensuite. Donc il y a véritablement tout un arsenal d'outils pour permettre à la personne de sortir. Mais c'était des vrais thérapeutes. Là. La personne seule, quand elle est plongée dans cette bile noire, dans cette mélancolia, là, c'est vraiment la bile noire, la mélancolie, ça vient du grec. Elle s'en sort pas seule. Il faut véritablement la porter quelque part pour qu'elle la redresser, mais vraiment à tous les sens du terme, au sens psychologique, physique et spirituel. Donc, il y a vraiment une notion de connexion avec l'autre, avec soi-même, avec le divin. Il y a une connexion qui est omniprésente. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais comme je disais tout à l'heure, elle voit le divin en chaque individu. Donc, elle voit la partie divine de la personne. Mm-hmm. Et si elle la voit, elle va permettre. Enfin, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a quelqu'un qui me voit, qui voit le tout petit peu de bien qui est en moi, alors que moi, je suis dans une noirceur complète. Et elle, qui est quand même une grande... C'était un personnage, Hildegarde, à son époque. Hein. On venait la voir du monde entier, quand même. Les empereurs, les papes, tout le monde, entre 40 et 80 ans. Là. Les 40 premières années, peut-être pas, mais ensuite, oui. Donc, que quelqu'un de cette dimension puisse voir un petit peu de bien en moi, je pense que ça devait être déjà très thérapeutique. Oui, oui, j'imagine. Christine, je vois le temps avancer, puis les questions s'accumulent. Donc, je vais te poser encore 2 questions, puis ensuite, je laisse la place aux gens qui nous écoutent. La notion de viridité. On a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelle place que la notion de viridité occupe dans les enseignements d'Hildegarde? Oui. Joie et viridité, c'est vraiment 2 piliers chez Hildegarde. La viridité, c'est la verdeur, la force verdoyante. Voilà, la force verdoyante. On pourrait dire l'énergie de vie, la vitalité. Et la viridité, elle est partout. Il y avait une phrase que je ne retrouve plus, je l'avais notée quelque part. Je vais vous la dire en substance, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Donc vous allez me pardonner, mais en gros, la virilité, elle disait, fais attention, prends garde. Je crois que c'est à peu près ça. Prends garde à ce que tes pensées ne viennent pas ternir la fraîcheur verdoyante, autrement dit viriditas, que le divin a mis en toi. Là, je dirais, on reprend le tout en fait. Viridité, c'est l'énergie de vie qui est dans les plantes, qui est dans les arbres, qui est dans les minéraux, qui est dans les animaux, qui est dans l'humain. Fraîcheur verdoyante. Ça n'est pas uniquement les herbes vertes, hein. C'est la vitalité, le qi, dirait la médecine chinoise. Et cette viridité, elle vient du divin. C'est cette parcelle d'énergie divine qui est en chacun de nous. Elle l'appelle aussi viriditas. Donc, quand elle dit, prends garde à ce que tes pensées ne viennent pas ternir, affaiblir cette fraîcheur verdoyante que le divin a placée en toi. Donc, cette viridité, c'est aussi le témoin de la santé. Voilà. Et elle va, comme je disais, classer ces plantes, ces aliments en fonction de la viridité, de leur subtilité et de leur nature, chaude, froide, etc. Donc ça, ensuite, il y a tout un catalogue avec tout ça. Mais la viridité, c'est le qi, l'énergie de vie, le prana aussi, qui vient de plus loin que nous. Voilà. Et je crois que pour toi, la viridité, ce n'est pas la vitalité. Ça n'est pas que la vitalité. Ça n'est pas que la vitalité, c'est l'énergie, c'est plus loin, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça parce que, comme dans toute l'œuvre d'Hildegarde, il ne faut pas oublier l'aspect sacré. On parle de spiritualité, on ne parle pas de morale ni de religion chez Hildegarde. La religion, oui, parce qu'il y a l'autorité des évêques, des papes, il y a tout le dogme par lequel elle est obligée de passer. Mais dans ses enseignements, ce qui transpire, c'est la spiritualité, c'est pas le dogme. Et donc, quand elle parle de vitalité, elle va pas parler de vitalité, elle va parler de viridité, parce que la viridité pour elle, c'est donné par le divin. Voilà. Alors que la vitalité, ça peut rester très, très, très académique. Voilà, ça va plus loin, la viridité. C'est le vivant, mais le vivant avec un V majuscule. Mm-hmm. Voilà. Je ne sais plus où je l'ai mise, mais c'est à peu près ça. Je l'avais noté quelque part, c'est pas grave, mais je crois que c'est ça.
Parfois, on va passer à la dernière question avant de passer à la période de questions de ceux qui nous écoutent. Christine, tu as dit « Hildegarde nous oriente à retrouver le divin en nous, à retrouver la sainteté de la matière et à replacer l'humain au cœur de la création. » Qu'est-ce que ça signifie pour toi de retrouver le divin en nous? Tu en as parlé, mais j'aimerais qu'on aille encore plus en profondeur là-dedans. C'est notre mission de vie. Hein. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans la trentaine, je me suis dit, mais cette femme a tout dit déjà. C'est-à-dire, là où elle est moderne aussi, on n'en a pas parlé, enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est elle nous rappelle aussi de prendre soin de l'univers. C'est-à-dire qu'en prenant soin du petit univers qui est ma petite personne, et en ayant conscience de sa parcelle d'énergie divine, je participe à prendre soin de l'univers. Ça, on le retrouve dans son œuvre. Donc, prendre soin du divin, c'est retrouver la meilleure partie de nous-mêmes. Et c'est ce à quoi Hildegarde s'attachera pendant toute sa vie. C'est de montrer à tout le monde, y compris à ceux qui doivent donner l'exemple, c'est-à-dire les autorités religieuses, de prendre soin du divin en eux, parce qu'il y en a pas mal qui avaient oublié. Donc, c'est prendre soin du divin, c'est nous ramener à la meilleure partie de nous-mêmes. C'est nous ramener à l'amour inconditionnel, c'est nous ramener à la joie originelle. Elle réveille nos consciences, Hildegarde. C'est un éveilleur, c'est un réveil, Hildegarde. Et elle nous oblige, elle ne nous oblige pas d'ailleurs, mais elle nous incite à ne pas s'arrêter au monde des apparences, mais aller plus loin, au monde de la conscience. Donc, cultiver le divin en chacun de nous, c'est jamais fini. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose tous les jours doit être repensé, parce qu'il y a des moments où on va très bien y arriver, on va se sentir vraiment bien, en équilibre, en harmonie, en amour, et puis vous tombe le ciel sur la tête, ou une catastrophe, ou quelque chose, ou un souvenir douloureux qui vous revient en mémoire, et tout est patatrac. Tout retombe. C'est un chemin de vie, retrouver le divin en nous, mais c'est aussi, je dirais, ne pas lâcher l'espérance. Voilà. Hildegarde est quelqu'un qui a de modeste, qui est dur d'une certaine façon, parce qu'elle veut vraiment que les gens se tiennent droit, et droit à tous les sens du terme. Et en même temps, elle nous tire vers le haut, elle nous ouvre cette voie de l'espérance. La pire des créatures humaines a droit à son espérance si elle fait un chemin sur elle-même, en corrigeant ses vices, en allant vers les vertus, ce sont des mots anciens qu'on pourrait transposer actuellement, en faisant un travail sur elle-même, sur ses émotions, sur ses colères, sur ses souffrances. On est en plein dedans, là, 20e, 21e siècle. C'est parti un peu en cacahuète, comme on dit, excusez-moi l'expression, mais c'est parti un peu en n'importe comment, mais parfois il faut aller dans des excès pour revenir à un certain équilibre. Oui. Développement personnel, il y a tout et n'importe quoi là-dedans, mais si on fait que du développement personnel sans spiritualité vraie, c'est de l'ego, hein, on regarde son nombril. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce que c'est cultiver le divin? Moi, je dis toujours, Hildegarde, je ne suis pas la seule, il y en a plusieurs à le dire, il y a beaucoup d'auteurs qui reprennent ces termes, c'est une lumière pour le monde. Elle a été une lumière pour son époque, mais elle est une lumière pour le monde, parce qu'elle nous rappelle à l'ordre. Elle nous dit, attention, vous n'êtes pas qu'un corps. Vous n'êtes pas que des émotions. Vous avez du sacré en vous. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec votre corps. Hein. Ne faites pas n'importe quoi avec vos émotions. Lâchez-les, épurez tout ça. Et puis, il y a des plantes, il y a de l'alimentation, il y a la musique, il y a la spiritualité. Quelle que soit, là, c'est moi qui le dis, quelle que soit votre orientation spirituelle. Pour elle, c'est évidemment chrétien. Mais on est au XXIe siècle, donc on ouvre. Hein. Mm-hmm. Et tenez-vous droit. Et si vous prenez soin de ce petit temple qui est votre corps, vos émotions et votre âme, vous allez prendre soin de l'univers. Parce que l'homme reste au cœur de la création pour Hildegarde. Il est tout petit en poids et tout ce qu'on veut, mais très grande énergie par son âme. Et elle dit aussi quelque part, l'homme est la clôture des merveilles de Dieu. Donc l'homme est responsable quelque part de l'univers. C'est terriblement moderne comme vision. Oui. Donc, c'est un phénomène. Christine, il y a une dernière question qui me vient avant qu'on passe à la période de questions.
Ce que je comprends de ce que tu me dis sur Hildegarde, c'est qu'il n'y a pas une même recette pour tout le monde. Non. Pour une personne, ça va être de danser, de chanter, de... Bon, on a chacun notre recette pour cultiver le sacré et le divin en soi. Est-ce que dans les aliments, parce que quand même, on va parler un peu de l'alimentation, est-ce que dans les aliments qu'elle suggère ou ne suggère pas, tu vois ça très noir ou blanc dans le sens que, pardon, l'épeautre est bon pour tout le monde et les poireaux sont mauvais pour tout le monde. Est-ce que c'est aussi catégorique que ça? Non, non, le côté catégorique, de toute façon, moi, j'ai jamais aimé, que ce soit avec Hildegarde ou ailleurs. D'ailleurs, j'ai toujours l'intégrisme, c'est très mauvais, en religion, en médecine ou ailleurs. Il y a aussi des... Alors, effectivement, elle n'aime pas les poireaux, elle n'aime pas les fraises non plus. Ceci dit, les fraises sont très souvent source d'allergie. Mais de là à tout, effectivement, à son époque, je dirais, il y a des choses. En même temps, les poireaux devaient être pas mal contaminés avec l'arrosage. Il faut reprendre ça aussi au Moyen-Âge. Hein. Je veux dire, la terre qui arrosait, enfin, les poireaux étaient arrosés par une eau qui ne devait pas être terriblement saine. Donc, Hildegarde a mis de côté comme ça des choses de façon drastique. On sera beaucoup plus modéré à notre époque, y compris, par exemple, pour les fraises. Il y a des gens qui ne sont absolument pas allergiques aux fraises, ils vont pouvoir manger des fraises. Bon. Je dirais, moi, ce que je garde, c'est effectivement les valeurs sûres. L'épeautre, le coing aussi, qui est un fruit extraordinaire, le coing, qu'on connaît mal en Amérique du Nord, mais qui est un fruit très, très chouette aussi pour le système digestif. Il y a suffisamment de grands remèdes qui vont faire du bien au corps pour ne pas tout prendre pour argent comptant dans les détails, je dirais. Voilà. Et puis, bien évidemment, chaque personne est différente et on va s'occuper d'abord du terrain. Et même elle, à son époque, ne traitait pas tout le monde de la même façon. Il n'y avait pas des... Comme lorsque j'ai commencé à travailler en médecine générale à la campagne, on avait le dictionnaire des ordonnances avec les ordonnances types, vous voyez. Non, ça n'existe pas. Hein. Ça a existé, mais ça n'existe pas. Voilà. Donc, non, toujours un traitement. Ça aussi, c'est très moderne. C'est un traitement individualisé. Mm-hmm. Il faut se replacer très individualisé, où elle respectait le corps, où elle le touchait, où elle mettait des cataplasmes, elle le massait, elle mettait des pierres dessus, à parler le pouvoir curatif de la pierre. Donc, pour quelqu'un qui était malade au Moyen-Âge, à qui on avait répété en permanence que le corps c'était péché et qu'il fallait simplement s'occuper de sauver son âme, c'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire. Mais après, au niveau de l'alimentation, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Non, sûrement pas. Il faut s'approprier ces enseignements puis voir comment ça résonne avec. Garder le discernement, garder le juste milieu et puis garder les grandes valeurs. Enfin, je dirais l'épeautre, c'est ce que je disais, hein, l'épeautre, la châtaigne, le fenouil, l'hysope, le galanga, les épices. Les épices sont très importantes aussi. Et puis alors, ça, on les retrouve absolument actuellement aussi dans les recherches modernes, hein, la valeur des épices comme désinfectant, mais comme médicament aussi. Hein, donc, le clou de girofle, la muscade, la cannelle. La cannelle, c'est un désinfectant intestinal extraordinaire. Et elle en mettait un peu partout, je garde. Hein, donc, sur mon site, là, j'ai un petit livre de recettes de santé et de recettes de cuisine. Et j'ai mis la recette des biscuits de la joie dans lequel on retrouve de la farine d'épeautre et les fameux 3 épices. Donc, voilà. Et l'épeautre non hybridé, donc l'épeautre qui n'est pas mélangé au blé. Et celui-là, pour les gens qui sont intolérants au gluten, va très bien passer. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, quand vous allez dans une épicerie et vous voyez épeautre, il faut regarder en tout petit dans la table, pas des matières, mais dans la composition, voir si par hasard, il n'est pas mélangé au blé. Et bon, s'il est mélangé au blé, c'est plus de l'épeautre non hybridé. Non hybridé, ça veut dire pur, quoi. C'est de l'épeautre seul. Donc, moi, je me suis fait avoir, hein, entre parenthèses. J'ai pris un paquet un peu vide dans un magasin pas trop loin de chez moi. Bon, bah, c'est 50-50. Il y a de l'épeautre et du blé. Donc ça, c'est plus de l'épeautre. Bon, mais ça répond à une question qu'on a eue, pardon, qu'on a eu beaucoup dans le chat. L'épeautre, le petit épeautre, le gluten à travers tout ça. Donc, voilà. Il faut que ce soit de l'épeautre non hybridé, de l'épeautre pure. Enfin, pure. J'aime pas dire pure parce que c'est une connotation, mais 100% d'épeautre. Point. Voilà. Donc, l'épeautre à 100%, il n'y a pas de gluten. Voilà. OK. Je comprends bien. Parfait. Mais il faut lire les étiquettes.
Il faut lire les étiquettes et bien les lire, hein, parce que souvent, enfin moi vraiment, je me suis fait avoir bêtement. Bon, enfin c'est pas dramatique, mais mince. Ouais. OK, Christine, les questions s'accumulent, donc je commence avec la première. Noëlla qui demande: quel est l'avis d'Hildegarde sur les produits laitiers? Elle les utilise très modérément. Et là aussi, entre-temps, la biochimie a fait des progrès et elle ne les interdit pas, mais elle les utilise pas très peu quand même. OK. C'est ça que je me demandais en lisant sur Hildegarde, justement, j'avais vu qu'elle mentionnait modérément les produits laitiers. Modérément. À l'époque, par contre, c'était pas les mêmes produits laitiers, il n'y avait pas la pasteurisation, donc on n'est pas dans les mêmes styles. Tout à fait, c'était une autre époque. Et mais je n'ai pas souvenir, mais je connais pas, je vous dis, j'ai lu beaucoup, mais je connais pas tout, loin de là. Mais je ne sais pas si elle l'explique véritablement, mais scientifiquement, médicalement parlant, maintenant, on sait, donc il y a effectivement la pasteurisation et tout le bazar, mais surtout ce qu'on sait, c'est que le lait animal est très mal métabolisé par le corps humain et que nous n'aurons jamais des enzymes de veau, de chèvre ou de brebis et qu'on va mal l'utiliser. Donc quelqu'un qui a un intestin qui n'a pas de problème, qui va bien et qui en prend modérément ne va pas être gêné, mais quelqu'un qui en prend très souvent risque d'être gêné. Mais elle l'utilise modérément, mais c'est pas quelque chose qu'on revoit très souvent dans ses écrits. OK. Prochaine question d'Agnès. Elle écrit: comment Hildegarde interpréterait, selon vous, la déficience immunitaire? Ah ben ça, c'est une question sioux, parce que je ne suis pas Hildegarde. Hein. Comment la déficience immunitaire? Moi, je vais vous donner mon interprétation. Comment Hildegarde l'interpréterait? Je ne sais pas. D'abord, on ne parlait pas d'immunité à l'époque, hein, on n'avait pas ces notions-là. Mais la déficience immunitaire, elle s'ancre justement dans l'intestin, dans le microbiote. Donc, c'est effectivement une erreur. C'est une erreur hein, d'alimentation, une erreur d'environnement. C'est quelque chose qui s'est passé qui fait que la personne a un déficit au niveau de son microbiote et qui fait que son système immunitaire, 80% de nos anticorps sont fabriqués quand même dans notre intestin. Donc la première chose à vérifier dans un déficit immunitaire, c'est l'importance du microbiote. Et pour revenir à Hildegarde, ben, c'est une question qu'elle ne se posait pas parce que la notion d'immunité n'existait pas. Par contre, ce qui existait, c'était l'importance du sens de la mesure, d'une alimentation équilibrée, d'un intestin qui fonctionnait bien et qui digérait bien, moyennant quoi la personne ne tombait pas malade. C'était un peu simpliste, mais c'était ça. Hein. Je ne sais pas répondre à votre question vraiment là. C'est parfait, je pense que tu y as bien répondu avec ton bagage et tes connaissances. Ensuite, question de Denise. Comment procédait-elle pour faire un diagnostic en regard de l'alimentation et que penser de l'analyse du sang vivant? Là, je comprends que c'est deux questions complètement. Ah oui, parce que là, Hildegarde, comment procédait-elle? Comme je disais, alors déjà, comme on le faisait à l'époque, hein, il y a l'étude des urines. Ça a duré jusqu'à Molière, ça. Hein. L'étude des urines, l'inspection, la palpation, l'auscultation, l'anamnèse, ce qu'on nous apprenait théoriquement en médecine. Hein. Anamnèse, c'est-à-dire interrogatoire, bien interroger son patient, le regarder, l'inspecter, le toucher. L'étude des urines, c'est tout ce qu'ils avaient à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de prise de sang, il n'y avait rien du tout. Hein. Et puis surtout, chez Hildegarde, c'était terriblement facile, puisque elle voyait, elle voyait au travers, si j'ose dire. Elle voyait ce qui allait, ce qui n'allait pas. La même chose pour le choix des plantes. Bien sûr qu'elle a appris dans les bibliothèques, elle n'est pas arrivée, il y avait déjà des connaissances quand elle est arrivée, des connaissances en botanique, donc elle les a effectivement intégrées. Et en plus de ça, je dirais, sa spiritualité, cette lumière qui l'habitait, faisait en sorte que elle savait ce qu'elle avait un instinct médical très sûr, ça c'est clair. Je pense que ça devait primer sur tout le reste. L'inspection des urines, je ne suis pas sûre que ça apporte énormément de précision. Par contre,
là, c'est déjà, ça reste toujours valable aujourd'hui, hein, d'écouter le patient, de le regarder, de l'écouter, donc ça veut dire aussi de l'interroger sur sa façon de manger, sa façon de vivre, etc. Donc l'interrogatoire, l'inspection, la palpation, elle les touchait, elle les faisait toucher. Hein. Et puis voilà, et puis ses visions. Donc, Oui. Oui, le sang vivant, ben ça c'est complètement autre chose. Ça c'est une technique du siècle dernier, du XXe siècle et du XXIe siècle, où on regarde la vitalité justement, et puis du sang. Ça c'est autre chose. C'est une technique moderne. Puis toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu as une opinion là-dessus? J'en pense que c'est un outil de diagnostic, mais qu'un diagnostic se fonde sur plusieurs faisceaux et pas uniquement un seul argument, si j'ose dire. Je ne le pratique pas, mais je ne suis absolument pas contre. J'avoue que moi, j'utilise autre chose. J'allais dire toujours pareil, inspection, auscultation, palpation, prise d'époux. En palpation, moi, il y a prise d'époux, puisque je suis aussi diplômée de médecine chinoise. Et puis mon raisonnement, ce que j'ai appris. Hein, voilà. Mais là, déjà, quand on a pris les pouls, qu'on a écouté son patient, qu'on l'a laissé raconter son histoire, qu'on a pris les pouls, on avance pas mal, là, déjà. Mais il y a d'autres techniques, bien évidemment. Ensuite, question de Dominique. Pourquoi Hildegarde dit-elle d'éplucher les poires, considérant qu'elles étaient biologiques à l'époque? Biologique, oui, il n'y avait pas de pesticides, mais comme je disais, je ne suis pas sûre que l'eau avec laquelle on lavait ces fruits et ces légumes était très saine. Voilà, pour moi, c'est la réponse essentielle. Hein, et c'est pour ça qu'on retrouve autant de vin cuit et où elle fait éplucher pas mal de légumes. Parce que l'eau était absolument tout sauf potable, hein, je crois. Mm-hmm. Donc, très contaminée, disons. Voilà. Parfait. Bon, je ne sais pas si tu peux y répondre. Amélie demande, est-ce que l'épeautre contient de la lectine? Sais-tu? Je ne sais pas. Comme ça, il faudrait que j'aille vérifier. Non, il faut aller voir. Pas de problème. Ensuite, question de Denise. Puis là, ça serait idéalement des questions pour Hildegarde. Hildegarde n'est pas avec nous. Donc, non. Tu peux y répondre à travers ta compréhension d'Hildegarde. Denise demande, y aurait-il un lien entre le diabète de type 2 et la bile noire? Toi, est-ce qu'en tant que thérapeute, tu en fais un? Oui. C'est une bonne question. Et oui, parce que cette dame, c'est Denise, hein, c'est ça? Oui, enfin, c'est une dame, hein, je crois, qui a posé la question. Oui, c'est Denise. Donc, effectivement, la bile noire est donc, d'après Hildegarde, sécrétée ou produite par la rate. Et comme je vous disais, en médecine traditionnelle chinoise, rate-pancréas, c'est un ensemble qui gère le système. La fatigue, d'ailleurs, c'est là où on ne peut pas faire un copier-coller Hildegarde médecine chinoise, mais il y a des passerelles, on va dire. Hein. Et la passerelle que je fais par rapport au diabète de type 2, effectivement, c'est une surcharge du pancréas qui arrive dans la cinquantaine et plus, par des erreurs alimentaires, par du stress et par de la rumination intellectuelle. Et ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Hein, voilà. Donc, effectivement, on pourrait faire un lien entre cet excès de mentalisation, de raisonnement, de mental à tout crin, qui va fragiliser, en médecine chinoise, rate-pancréas. Et donc, puisque rate produirait de la bile noire, en tout cas, c'est plutôt un état d'esprit qui fait que, voilà, un état d'esprit, puis un état d'être aussi. Il y a des fois dans la vie, on a des situations qui sont extrêmement stressantes et bouleversantes, dans lesquelles on est pris comme un hamster dans sa roue, et ça prend du temps avant d'en sortir. Et donc ça, effectivement, ça favorise fortement un déséquilibre sur rate-pancréas. Et qui dit déséquilibre sur rate-pancréas peut amener, n'amène pas systématiquement, mais peut amener effectivement un diabète de type 2. Est-ce qu'on pourrait extrapoler ce raisonnement-là aux maladies auto-immunes qui sont de plus en plus présentes aujourd'hui? Non, ça c'est encore plus... Non, parce que maladie auto-immune, c'est vraiment le microbiote. Enfin, c'est pas le mental, c'est microbiote. Hein. Non. Non, maladie auto-immune, d'ailleurs, il y a des recherches actuelles très poussées et qui avancent sûrement, j'en sais rien, mais je suis au courant quand même un peu, sur l'importance du microbiote et de l'environnement et puis des pollutions aussi qui sont dans nos vies, nos pollutions alimentaires, nos pollutions émotionnelles, nos pollutions de tout ce qu'on veut, là, énergétiques, chimiques,
les radiations et autres, mais qui vont créer un déséquilibre au niveau du microbiote. Et alors, ce qui est intéressant, je reprends une passerelle avec la médecine chinoise, c'est que l'intestin grêle, en médecine traditionnelle chinoise, est couplé au cœur, comme par hasard. C'est-à-dire que maladie auto-immune, je ne le mettrai pas dans la bile noire et dans rat de pancréas. Je le mets plutôt dans microbiote déséquilibré depuis longtemps. Et pour X raisons, et il y en a beaucoup de raisons. Mais le chemin de la guérison va passer par un assainissement du microbiote, ça c'est sûr. Voilà. Merci. Et ce qui est intéressant aussi, c'est là où moi, entre vous dire, Hildegarde et médecine chinoise, j'étais jeune diplômée de médecine chinoise quand je suis tombée dans les livres d'Hildegarde. Et ce qui m'a fascinée, moi aussi en médecine chinoise, c'est ce lien entre cœur et intestin grêle. C'est-à-dire que l'intestin grêle, moi j'appelle ça le tri sélectif. C'est lui qui dit, je réabsorbe et je fais mien, je passe dans le foie, dans le sang, etc., ou j'élimine vers le gros intestin. Donc l'intestin grêle, c'est le tri sélectif, je réabsorbe et je me le fais mien, c'est ma matière. Ok, et il est couplé, vous savez, le yin et le yang, là, l'intestin grêle, l'élément yang du cœur. Et le cœur, c'est le pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous. Donc là aussi, on ne peut pas dissocier dans notre espace temporo-spatial, ce que nous vivons actuellement dans notre incarnation, on ne peut pas dissocier la matière du spirituel. Parce que ce qui se disait déjà il y a 1500 ans, qu'Hildegarde dit à cette époque-là, et etc., etc. Avant elle, il y avait Philon d'Alexandrie à l'époque du Christ aussi, qui avait dit un thérapeute, c'est quelqu'un qui prend soin de l'être, du corps, de ses émotions, etc. Donc en fait, on retrouve quelque part toujours cet enseignement. Merci. Il y a Linda qui demande, elle dit, parce que tu as mentionné tout à l'heure la monodiète à l'épeautre. Peux-tu en parler un petit peu plus? Oui, alors Hildegarde était ferme dans son éducation, mais douce dans ses prescriptions quand même. Par exemple, le jeûne, elle était très modérée sur le jeûne. Elle ne voyait pas l'intérêt d'être trop dur sur le corps, là. Donc, par contre, la monodiète, c'est-à-dire qu'on ne mange qu'un seul aliment. Et donc, on commence le matin avec une bouillie à l'épeautre, on va prendre des boissons, du bouillon, des choses comme ça, et on va remanger, on mangeait à peu près 2 fois par jour que de l'épeautre. Et on fait ça pendant une semaine. Et effectivement, ça nettoie merveilleusement bien le corps, y compris nos intestins, donc retour à la case départ. Donc, monodiète, c'est véritablement une technique d'épuration du corps qu'elle privilégiait, qu'elle prescrivait, si j'ose dire, 1 à 2 fois par an pour pour assainir le corps, donc l'âme aussi. Il y avait aussi l'électuaire de poire. L'électuaire de poire, c'est une espèce de compote dans lequel il y a un fenouil des Alpes. Alors, le fenouil des Alpes, il faut le trouver, mais enfin, c'est une plante qu'on trouve quand même. Et puis, de la poire. Et donc, on en prenait le matin, avant chaque repas, et ça avait une fonction aussi dépurative. Donc, elle insiste sur la nécessité de nettoyer le corps, mais de façon douce, pas de jeûne strict. OK. Ce qui est plus facile peut-être à notre époque où on n'est pas du tout habitué à se restreindre. Ce qui est plus facile, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Par la suite, question de... bon, je peux présumer ta réponse. Evelyne qui demande, l'eczéma vient-il du microbiote? L'eczéma, oui, maladie, oui, bien sûr. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais le microbiote, c'est clair que quelqu'un, un enfant, un jeune, un adulte qui arrive avec un eczéma, chez moi, chez Hildegarde, je ne sais pas, mais chez moi, dans les 5 premières minutes, je vais lui demander comment fonctionnent ses intestins. Donc, ce qui fait qu'il faut que j'explique, parce que souvent, la personne est un peu surprise. Ouais. Les toxines qui ne sortent pas à la peau, les toxines qui ne sortent pas au niveau des intestins, vont sortir soit à la peau, eczéma, soit au niveau des poumons sous forme d'asthme. Parce que là, on est dans le gros intestin poumon. Et la peau provient du même feuillet embryonnaire que les poumons. Ça, on le sait en embryologie classique et en médecine chinoise, on le savait bien avant. C'est-à-dire que peau et poumon ont la même énergie, appartiennent au même pôle, si j'ose dire, énergétique. Donc, les problèmes de peau sont souvent
corrélé à des problèmes respiratoires, d'asthme. Souvent, un enfant qui fait de l'asthme, on lui bombarde de corticoïdes à 5 ans, et à la puberté, il flambe en eczéma, parce que la cortisone a fait enfoncer le problème, mais le problème n'est pas réglé. Donc, et les toxines qui ne sortent pas au niveau du gros intestin vont sortir au niveau de la peau ou du poumon. Donc, si les toxines ne sont pas au niveau du gros intestin, c'est qu'en amont, l'intestin grêle n'a pas effectivement, le microbiote n'a pas été correctement alimenté, etc. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est très clair et très intéressant. Je pense qu'on aurait pu aborder juste cette grande thématique-là dans une conférence. C'est super intéressant. Puis, ben, en fait, il y a plusieurs personnes qui demandent, là, je vois dans le chat, les meilleurs aliments pour assainir. Quelqu'un qui demande comment assainir le microbiote. T'en as parlé un petit peu. Je pense que les gens comprennent que leur microbiote a peut-être un petit problème aussi. Comment l'assainir? Déjà en évitant de lui faire du mal, c'est-à-dire en évitant les produits laitiers animaux. Parce que ça, votre microbiote, mon microbiote, le microbiote de tout le monde n'a pas besoin de lait animal, mais si on doit utiliser du lait, on va prendre du lait végétal. En évitant le gluten, en évitant, après chaque cas est différent, hein, mais en prenant des probiotiques à bon escient, là aussi, il faut choisir ses probiotiques, ça dépend du terrain. En fait, c'est des consultations individuelles après, hein, Oui. Donc, les aliments, il faut manger des fibres aussi. Ce qui était évident aussi à l'époque des Lugards, les gens mangeaient des légumes. Donc, même si tous n'étaient pas encore découverts, si j'ose dire, mais on prend soin de son microbiote en évitant les laits animaux, en évitant le gluten au maximum. Surtout, plus on vieillit, moins on a besoin de gluten. Hein. On n'en a pas besoin de gluten, mais plus c'est difficile, on va dire. Donc, le lait, le gluten, les fibres, il faut des fibres. On évite l'alcool, parce que l'alcool, c'est pas idéal pour le microbiote. C'est très bon de temps en temps, mais c'est pas idéal, parce qu'il y a du sucre quand même hein, dans tout ça. Voilà, on fait la chasse au sucre. Et puis après, c'est des consultations individuelles. Là, je peux pas. Oui, mais ça donne des bonnes pistes quand même. Puis il y a quelqu'un qui demande comment assainir le foie. J'imagine qu'une des méthodes, ce serait peut-être la monodiète d'Hildegarde. La monodiète, c'est très bon. La monodiète à l'épeautre, la monodiète pendant 2 jours même. Vous pouvez, si vous ne voulez pas faire la semaine de monodiète avec Hildegarde, enfin la semaine complète, vous pouvez faire une journée de monodiète. Vous mangez que du fenouil, par exemple. Vous mangez que de l'épeautre. Et puis, il faut bouger, parce que le foie aussi gère les muscles. Hein. Ça, c'est médecine chinoise, hein, les passerelles. Hein. Donc, pour assainir notre foie, ben, il va falloir bouger, bien manger, évidemment éviter l'alcool, alors là, 2 fois plutôt qu'une. Et puis, le foie et la vésicule biliaire gèrent la colère, la vésicule biliaire. Et pourquoi? Parce que le foie, lui, souffre du manque d'être. Donc, si j'ai un foie fatigué, alors peut-être que j'ai eu des tonnes de vaccins, de médicaments qui étaient nécessaires peut-être à une certaine époque, mais qu'il va falloir nettoyer. Donc, allez voir votre thérapeute produit naturel pour ça. Faites une monodiète, marchez, bougez. Le mouvement, on l'a oublié parce que les gens qui travaillent à domicile passent 8 heures assis sans bouger, non-stop pratiquement. Et quand ils sortent de travailler, certains prennent l'ascenseur, descendent au sous-sol, vont dans une voiture, traversent toute la ville en voiture, arrivent dans un autre sous-sol, remontent en ascenseur et hop, c'est carrément... on ressemble à des rats de laboratoire hein, parfois. Pas beaucoup de nature dans un... Pas beaucoup de nature, pas beaucoup de mouvement. Donc, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son alimentation. Et puis pour le foie, en dernier, un petit truc, c'est justement se masser le foie avec de l'huile de ricin, ricinus, qui s'appelle Palma Christi aussi, comme par hasard. La paume du Christ, l'huile de ricin. Donc, on se masse le foie avec de l'huile de ricin. Si on n'est pas enceinte, parce que sinon, ça risque de provoquer quand même, surtout dans le dernier trimestre, un accouchement. Et voilà, puis après, il faut voir. Mais déjà, éviter, primum non nocere, vous savez, c'est du latin, ça veut dire en premier ne pas nuire. C'est ce qui est écrit au fronton de toutes les académies de médecine, en principe. En principe. En principe. Je veux bien dissidente, là, ça commence, c'est très mauvais. Oui, on va aller ailleurs. Je prends la question de Michel parce que je la vois passer. Je n'ai pas compris. Il faut éviter ou prendre des légumes? Non, il faut prendre des légumes. Non, les fibres, on a besoin de fibres, donc il faut, effectivement, je parle vite des fois, il faut manger des légumes, il faut manger, alors oui,
Au lieu d'acheter des fibres en poudre au magasin de produits naturels où on va vous le vendre à un prix défiant toute concurrence, mangez des légumes, mangez des asperges, mangez même des poireaux, même si Hildegarde ne les aime pas trop, je préfère les asperges, mais bon, mangez des légumes, mangez des aubergines, mangez des ratatouilles, mangez des légumes, parce que c'est riche en fibres. Le microbiote a besoin de fibres, les prébiotiques, ce sont des fibres. Donc, voilà. Puis peut-être répéter ce que tu expliquais plus tôt, que les légumes crus peuvent être difficiles à digérer pour certaines personnes. Oui, c'était déjà. Hildegarde était très méfiante face aux légumes crus, mais je pense qu'il y avait cette notion d'hygiène qui était là sous-jacente. Le mot n'existait pas, si j'ose dire, mais les gens devaient tomber beaucoup plus malades en mangeant des légumes crus parce qu'ils n'étaient pas tout bêtement mal lavés et porteurs de bactéries. Ce qui fait que ça, je crois qu'elle a écarté beaucoup de légumes crus, mais bon, ça c'est l'époque d'Hildegarde, mais à notre époque, je dirais tout cru. Moi, je reviens à la médecine chinoise qui dit aussi qu'il faut que l'estomac, si on met du froid en permanence sur l'estomac, ça va mobiliser beaucoup plus d'énergie pour la digestion et donc ça va fatiguer l'organisme. Si la personne est costaud, en pleine forme, ça va. Si c'est quelqu'un de malade et fatigué, ben, de toute façon, ça ne vous viendrait pas à l'idée à quelqu'un qui a 40 de fièvre de proposer une salade de crue, de carottes, fenouil et autres. Hein. On va lui donner un bouillon chaud plutôt. Hein. Oui. Voilà. Donc, les légumes, oui, pour les fibres, crus modérément, et en tout cas pas tout cru, certainement pas. Oui. Question de Linda. Avec toutes ces connaissances, qu'est-ce qu'elle donnerait comme conseil à une femme ménopausée comme chose à privilégier pour vivre en santé globale? Premièrement, est-ce qu'Hildegarde a abordé la ménopause? La gynéco était abordée quand même, pas spécifiquement ménopause, mais elle parle des menstruations, elle parle de tout ça. Attendez, donc oui, elle a quand même parlé du versant gynécologique, mais pas spécifiquement de la ménopause. Mais redis, qu'est-ce qu'Hildegarde préconiserait, c'est ça? En fait, je te poserais peut-être la question à toi avec tes connaissances de Hildegarde et tes autres connaissances. C'est une question très large. Je sais que c'est plusieurs pistes, mais pour une femme ménopausée, quoi privilégier pour vivre en santé globale? Alors, je vais dire l'alimentation. Je donne un atelier sur le sujet par Zoom cet automne. Hein. Donc, ceux qui s'intéressent, allez voir sur mon site. Je vais donner 5 mercredis de suite, 2 heures là-dessus, en reprenant la médecine chinoise, en reprenant le sujet à partir de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, l'alimentation, premièrement. L'alimentation, c'est clair que je vais manger de façon plus équilibrée, en évitant le sucre, en supprimant totalement les produits laitiers, en évitant au mieux le gluten, si j'ai pas d'intolérance particulière. Premièrement, l'alimentation. Ensuite, on arrive ça c'est l'ensemble rat-pancréas. Et donc, l'alimentation. OK. Ensuite, les poumons. Les poumons, c'est apprendre à respirer. On me dirait, vous savez respirer depuis pas mal d'années, mais porter attention à son souffle, revenir à son intériorité. Toutes les techniques de respiration, c'est elles qui nous ramènent à notre intériorité et qui vont être la première porte pour avoir accès au sacré en nous. Donc, alors, ça va être, appelez ça méditation, voyage en paix d'intériorité, cohérence cardiaque, des techniques de respiration pour apaiser le mental. Il n'y a que par la respiration qu'on va arriver dans un premier temps à apaiser le mental. Ensuite, on va s'occuper de l'énergie des reins. L'énergie des reins, c'est toutes mes mémoires ancestrales, le transgénérationnel, mes peurs, mon vécu. Mettre de l'ordre là-dedans, dépoussiérer tout ça. Et par mes exercices de respiration, par mes exercices d'intériorité, ça va m'aider. Et puis bon, il y a plein de techniques là pour nettoyer, faire la paix avec son passé. Faire la paix avec son passé parce qu'on a encore de très belles années devant nous. Ensuite, on arrive au foie. Le foie, c'est effectivement les émotions à titre de perte, donc laisser partir ce qui doit partir. Mais le foie, c'est aussi les médicaments. Est-ce qu'il faut que je prenne des hormones? Est-ce qu'il ne faut pas que je prenne des hormones? Est-ce qu'il faut que je prenne des plantes? Est-ce qu'il ne faut pas que je prenne des plantes? Qu'est-ce que je prends?
Alors, vous allez, selon votre terrain, avoir besoin, à un moment ou à un autre, de certaines plantes, peut-être d'hormones bioidentiques. Et tout ça, ça se discute avec un thérapeute. Et surtout, le premier médicament du foie, c'est le mouvement. Donc, danser, marcher, aquaforme, du tennis, ce que vous voulez, mais bougez. Marchez, marchez, marchez. Si vous marchez tous les jours 1 heure plus, vous aurez 50% de moins d'effets négatifs dus à la préménopause et à la ménopause. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et on arrive au cœur, quand même. Hein. Donc, cultiver la joie. Comment être en santé à 50 ans? Et si j'ai fait la paix avec mon passé, si je me maintiens en forme par l'alimentation, par le mouvement et en prenant des temps d'intériorité, eh ben, je vais arriver à connecter la joie. Cette joie intérieure, parce que cette ménopause, les Chinois classiques l'appelaient le deuxième printemps. Donc, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début d'un autre monde. Voilà. Je vous ai fait le plan de mon cours, très rapidement, en plus. Tu me fais... C'est par Zoom entre midi et 2. Donc, la France, vous êtes bienvenue, ça fait 18-20 heures. Voilà. Christine, tu parles du passé, puis il y a une question qui me vient. Est-ce que tu penses peut-être aussi à une certaine appréhension du futur? Mais je pense qu'on appréhende le futur quand on n'est justement pas dans le moment présent. Vous savez, l'appréhension du futur, c'est très. L'appréhension du futur, c'est raconte-créa. On est dans le mental. L'intelligence artificielle, c'est affreux. Les guerres, c'est affreux. C'est vrai, c'est vrai. L'intelligence artificielle, je dirais, c'est comme l'informatique, hein, c'est-à-dire ça dépend ce qu'on en fait. On peut aller sur des sites de pédocriminalité ou au contraire prendre des cours. Donc ça dépend de ce que l'homme en fait. Ça dépend qu'est-ce qui nous habite. Et c'est ça justement. Si je suis dans ma verticalité, si je suis dans mon moment présent, et je ne vous dis pas que c'est facile, mais c'est un travail quotidien, régulier, à refaire, et qu'on a besoin les uns des autres pour ça. Hein. Moi, je n'arrive pas de ça, ne vous inquiétez pas. On va avancer dans l'espérance et la confiance. Il y a un moment où on va... Parce que le futur, on l'appréhende avec ce que l'on connaît, mais c'est très limité par rapport au champ des possibles. Oui. Donc, plutôt que de prédire la catastrophe, pourquoi est-ce qu'on n'espérerait pas un monde meilleur? Il y a un moment où... C'est sûr qu'on est peut-être dans un moment planétaire où les consciences se réveillent. Et que, parallèlement, l'ombre est très active, j'aimerais qu'on puisse dire. Donc, à nous à cultiver ce qu'on peut cultiver. Moi, j'avais l'habitude de dire, et maintenant je me réfère à Hildegard, nous sommes responsables de notre lumière, de notre petite bougie, notre petite chandelle. Moi, je suis une petite bougie à l'échelle de la planète. Et encore, chauffe-plat, hein, vous voyez. Bougie, hein. Bon, si chacun de nous prend soin de son chauffe-plat, bah, ça va mettre plus de lumière dans le monde. Tandis que si je suis en train de me dire, mon Dieu, mais c'est affreux ce qui se passe là-bas, là, je me fais de la ville noire. Et j'accrois l'ombre à la surface de la planète. Parce que moi, je ne suis pas là-bas. J'ai la chance d'être ici à Montréal, à Paris, dans les Pyrénées, en Alsace, ou je ne sais plus où, là, parce qu'il y a du monde un peu partout, à Gatineau ou ailleurs. J'ai la chance d'être dans un endroit relativement calme. Je ne vais pas me mettre des œillères. Je sais ce qui se passe ailleurs. Mais là où je suis, je dois cultiver le beau, le bien, le bon, en fait. Oui. Et donc, c'est ça, hein, en fait. Mais, et pour ça, il faut que je fasse aussi du ménage avec mon passé. Parce qu'on a tous, je veux dire, on a tous des regrets, des choses qui ont été difficiles. Et à un moment, il faut faire du ménage pour avancer dans ce deuxième printemps, justement. Cette époque de sagesse, en principe. Merci. Ça va faire 1h30 qu'on est ensemble. Je vais prendre encore quelques questions avant de conclure l'atelier. Oui, c'est vrai, ça fait... Ça passe vite. Yolande se demande, est-ce que, Christine, selon toi, la bile noire peut expliquer l'explosion des troubles de l'enfance qu'on voit de plus en plus de nos jours, TDA, TDAH? Non, pour toi, il n'y a pas de lien? Non, parce que la bile noire, c'est la rumination, c'est la tristesse, la mélancolie. Or, un enfant arrive joyeux. Par contre, comment dire ça de façon diplomatique,
nos enfants sont bombardés au niveau de toxines. Et nous aussi, les enfants en premier, bien évidemment. Et c'est là où il va falloir faire attention à ce qu'on mange et la qualité de ce qu'on mange et de mettre de la conscience aussi dans ce que nous mangeons. Mais l'explosion des troubles, je pense que c'est une vaste question, plus de toxicité dans le corps de l'enfant. Et les parents n'y sont pour rien. C'est un système, on va dire, qui fait que nos enfants sont surmédicalisés quelque part. Mais c'est pas la bile noire. La bile noire, c'est vraiment un enfant qui naît, il n'est pas mélancolique. Un enfant n'est pas. Par contre, après, il y a des troubles qui se localisent vraiment dans le microbiote. Hein. Dans le microbiote. Voilà. Merci. Par la suite, j'essaie de sélectionner les questions qui vont répondre au plus grand nombre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Aude Cécile qui aimerait savoir quelle est la place de la viande et du poisson dans l'alimentation chez Hildegarde. Le poisson, elle en parle, le poisson de rivière, hein, bien sûr, parce qu'en Allemagne, c'est plutôt le poisson de rivière. Quoique, à un moment donné, elle parle de la baleine qui était considérée comme un poisson. Hein. Mais, et la viande, peu de viande rouge déjà, elle le disait. Elle était aussi très méfiante vis-à-vis du porc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on saura des années après que c'est une viande extrêmement parasitée. Évidemment, à l'époque d'Hildegarde, on ne savait pas, mais elle le savait. L'agneau aussi, la volaille. Elle préfère la volaille à la viande rouge. Moi aussi, d'ailleurs. Je pense qu'on n'est pas que deux. Mais la viande rouge est très acide. Ça, c'est ce qu'on dit maintenant. À l'époque d'Hildegarde, elle ne le savait pas. Mais elle ne la supprime pas, mais modérément toujours. Voilà. Parfait. Ensuite, tout à l'heure, quand tu parlais de masser le foie avec l'huile de ricin, il y a Daniel qui demande si c'est efficace aussi chez les enfants souffrant de constipation. Absolument. Oui. Chez les enfants, chez les adultes, on parle. Le foie, je vous rappelle, est à droite, hein, quand même. Oui. Sous les côtes? Sous les côtes. Voilà, on prend les côtes flottantes, on part de sa côte flottante et puis on tartine, si j'ose dire, on caresse, hein, on masse pas comme violemment. On applique sur la zone du foie et puis on fait tout le cadre colique, on appelle ça. C'est-à-dire que vous allez en face, côté ras de pancréas, vous descendez le long du côlon et puis vous faites la quadrature du cercle. Enfin, en partant de la droite. Hein. Donc, de la droite vers la gauche et on masse le ventre pendant 3, 4, 5 minutes avec un peu d'huile de ricin et c'est très efficace contre la constipation. Oui. Tout à l'heure, je vais te poser une question intéressée. Excusez-moi. Constipation occasionnelle. Après, il faut voir si c'est une constipation qui dure depuis longtemps. Il faut consulter, voir s'il n'y a pas une pathologie en dessous. Mais une constipation occasionnelle, ça fonctionne très bien. Oui. Parfait. Et je me permets une question pour moi. Tout à l'heure, tu as dit que de masser le foie avec l'huile de ricin en dernier trimestre de grossesse, c'est non. C'est le massage du foie ou c'est l'huile de ricin qu'il faut éviter? Non, c'est l'huile de ricin. OK, donc est-ce qu'on peut se masser si on est enceinte le foie avec une autre huile? Ou ça Moi, je ne ferai rien du tout. Moins on fait de choses sur une femme enceinte, mieux c'est. Parce qu'il y a quand même tout un miracle de la grossesse au niveau hormonal et immunitaire. J'irai pas jouer dans un... Non, moi je ferai rien du tout. Pas du tout interventionniste là. Je marcherai par contre, oui, mais je ferai pas de massage. Parfait. Voilà. Bon, ça m'appartient. Tout le monde n'est pas obligé de partager mon point de vue, mais je trouve que la grossesse est un miracle, hein, parce que c'est un être qui, pour 50%, vient de moi, mais 50% vient d'un corps étranger, même s'il est aimé, mais enfin quand même, c'est un autre système immunitaire. Et normalement, le corps humain doit rejeter ce qui n'est pas de lui. Or, manifestement, Dieu merci, il ne le rejette pas. Donc, il y a un équilibre sacré, véritablement, et c'est ça qu'on a oublié, parce qu'on veut tout maîtriser. Là, je vois comment les jeunes femmes ont suivi de grossesse actuellement. C'est extrêmement médicalisé de façon intensive, j'allais dire autre chose, mais de façon très, très intensive. Et il y a une espèce de contrôle académique et scientifique, avec beaucoup de guillemets, et on perd le sens du sacré là-dedans aussi. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Des consultations le dernier mois, toutes les semaines, par exemple, alors que la grossesse va bien. J'ai quelqu'un de proche dans mon entourage aussi qui est enceinte, et effectivement, je suis très impressionnée par le nombre de consultations que cette jeune femme doit avoir pour une grossesse qui va très bien, chez une femme jeune en bonne santé. Donc, à la fin, ça devient anxiogène pour la jeune maman.
Parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on va trouver. Ben rien, tout est normal. Et comment remettre le sacré dans la grossesse? C'est par l'essence. Je dirais la grossesse, déjà, c'est un acte, c'est la création de la vie quand même. Pour moi, c'est sacré une grossesse. Je dirais, il y a quand même un individu, il y a un miracle de la vie qui est en route. Et c'est que même si la science nous montre les échographies, les résultats, l'hyperglycémie provoquée, le machin, le genre, il faut faire un suivi de grossesse, hein, on est bien d'accord. Oui. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais ce qui m'interroge, c'est la surmédicalisation. Et le sacré de la grossesse, pour moi, c'est clair que comment mettre du sacré, parce que d'abord, c'est un acte d'amour. Hein. Ce sont deux personnes qui s'aiment, qui ont créé un être nouveau. C'est le mystère de la vie. Il est là, le sacré. C'est le mystère de la vie. Ça n'est pas qu'une éprouvette, je veux dire, ce n'est pas qu'un ovule et un spermatozoïde. Il y a du vivant là derrière, avec un V majuscule. Oui. Et de réduire une grossesse à un ovule et un spermatozoïde, c'est triste. Oui. Est-ce qu'Hildegarde en parle de la grossesse? Oui, je pense qu'elle en parle, mais bon, il y avait beaucoup moins de... À l'époque, c'était éminemment et évidemment sacré. Par contre, il n'y avait aucune protection, aucune surveillance, ça c'est autre chose. Oui. Mais elle l'élude aucun. Elle parle de gynécologie, oui, elle parle de la femme qui a ses règles douloureuses, effectivement, si, elle va parler aussi des grossesses, mais c'est pas c'est pas le chapitre le plus important, mais c'est un chapitre qui fait partie du développement, si j'ose dire, de l'individu, de la femme. Oui. Mais oui, c'est remettre le sacré dans la grossesse, c'est une bonne question. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on pose la question parce que et qu'on a perdu ce sens du sacré. Mm-hmm. Donc, oui. Oui. C'est le miracle de la vie, comme le miracle de la mort. On veut tout programmer. Il faut absolument que le bébé arrive tel jour à telle heure. Il va arriver quand l'énergie de vie, la viridité va pousser. Et que, alors évidemment, il y a des fourchettes qu'il ne faut pas dépasser. Oui. Et voilà quoi. Oui. Tout contrôler, c'est rat pancréas. Merci. Merci pour cette belle réponse. Je vais prendre encore une ou deux questions avant qu'on se quitte. Isabelle demande si le beurre de lait de vache peut être consommé. Tu as parlé des produits laitiers, mais je sais que le beurre clarifié, le ghee, le J. Oui, c'est beaucoup mieux, oui. Alors, tout est une question de mesure aussi. Si vous n'avez aucun problème de santé, vous pourrez prendre un peu de beurre, même non clarifié, de temps en temps, à condition que vous ne passiez pas une plaquette tous les 2 jours. Mm-hmm. Alors, si vous avez des problèmes inflammatoires en général dans le corps, ou si vous avez vraiment une intolérance, effectivement, il faudra prendre du ghee, c'est-à-dire du beurre clarifié. Voilà. Donc, c'est une question de terrain et puis de nuance aussi. Les fromages, quelqu'un qui n'a pas de problème, qui n'a pas de problème majeur, diagnostiqué digestif, va pouvoir prendre modérément des fromages de chèvre et de brebis, mais pas de fromage de vache. À 60 plutôt plus on va vieillir, plus il faudra faire attention, je dirais, à notre alimentation parce que on devient plus fragile, on s'oxyde plus, on s'use, etc. Donc, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les laits et les yaourts à base de produits laitiers de vache. On peut prendre du beurre clarifié, ça c'est le meilleur. Et éventuellement, on peut même prendre un peu de beurre de temps en temps si c'est pas une plaquette de beurre tous les 2 jours. Voilà, je sais pas si ça répond. Oui, je pense que ça y répond très bien. Est-ce que Teddy demande si Hildegarde a déjà évoqué les bienfaits de l'ortie? Oui, bien sûr. Oui, j'aurais pu la citer aussi, bien sûr, l'ortie. Oui, tout à fait. Okay. Oui, l'ortie, c'était déjà bien connu à son époque et c'est toujours d'actualité. Oui. Parfait. Écoute, Christine, je pense que je t'ai posé déjà énormément de questions. Oui, ça fait beaucoup, là. Oui, effectivement, c'est très agréable. Moi, je suis ravie qu'il y ait autant d'interventions. C'est pour ça que c'est le direct aussi. Je ne sais pas est-ce que les gens vont avoir accès à nouveau au webinaire ou pas? Oui, en effet, c'est vrai. Il y a eu la question, puis j'ai oublié de la poser. La conférence actuelle va être disponible en rediffusion à compter de demain. Donc, pour ceux qui ont dû quitter, ils vont tout le monde, en fait, va la recevoir par courriel dès demain. Donc, les gens vont pouvoir la réécouter à compter de demain. Et tu as reçu des beaux messages dans le chat, puis j'aimerais ça t'en lire quelques-uns.
Marie-Christine qui dit merci pour cette conférence très, très intéressante et très claire. C'est vrai que tes propos ont été super clairs, Christine. Merci beaucoup. Pascal qui dit je vous remercie pour cette très enrichissante conférence. Carole, un grand merci pour toutes ces informations. Je vais continuer mes recherches sur Île-de-Garde. Elle me plaît, cette sainte. Oui, merci. Oui, mais c'est le bénéfice aussi de l'expérience pour partir de l'âge. Hein. Oui, j'essaie d'être claire parce que ça a toujours été une de mes forces d'essayer de rendre accessible des choses complexes. Mais c'est un vrai plaisir pour moi de transmettre, donc c'est parfait. Mais je vous remercie en tout cas de votre accueil et de vos commentaires très chaleureux. Merci beaucoup. Oui, c'est un grand plaisir de te recevoir aussi. Et j'allais finir avec mon mot de la fin en disant que la rediffusion serait disponible demain. Voilà, c'est dit. Et Christine, en terminant, je veux te laisser le mot de la fin. J'aimerais, en fait, orienter peut-être un petit peu ton mot de la fin. J'aimerais inviter les gens à cultiver la joie. Comment les inviterais-tu à cultiver la joie? Déjà en la reconnaissant à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'intérieur de leurs proches. Voilà. Et puis d'aller marcher. Il n'y a rien qui résiste à 2 heures de marche. Parce qu'on prend du recul. Ça, je vous l'enseignerai dans ma loi des 5 éléments quand on fera l'atelier là, sur la ménopause. Mais allez, si vous pouvez, sortez de chez vous, allez faire une marche. Et puis, enlevez les écouteurs de vos oreilles. Et ça, c'est épouvantable de voir aussi tous ces humains qui ont des trucs dans les oreilles. Pas des boucles d'oreilles, hein, ça c'est très mignon, mais des trucs dans les oreilles. C'est-à-dire, vous savez ce que disait Hildegard, observation, contemplation, émerveillement. Je crois que c'est ça le mot de la fin. Observons, mais regardez les arbres autour de vous, regardez les lilas. Enfin là, ils sont en train à Québec, ils sont peut-être pas encore en fleurs, mais à Montréal, ils sont en train de finir. Regardons, contemplez les belles choses. Et l'émerveillement. Vous savez, dans la tradition chrétienne, on a le ravi de la crèche. Le ravi de la crèche, c'est celui qui est un peu simple d'esprit, qui a un cerveau qui n'est pas très intelligent, entre guillemets, et qui s'émerveille de tout, puis qui voit tout, puis qui va lentement. Et puis, c'est dans la pastorale des Santons de Provence. C'est à écouter ça. Les Français, vous connaissez, surtout les Français du Sud, la pastorale des Santons de Provence. Et il y a le ravi de la crèche, il est là, et il trouve tout beau. Et les gens se moquent un peu de lui, parce que c'est le béné un peu du village. Sauf que la Vierge Marie lui dit qu'il aura la première place au paradis. Ce sont des images, hein, vous comprenez? Alors, essayons d'être un peu les ravis de la crèche. Voilà. Merci, Christine. Je pense que c'est un très bon mot de la fin. Merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bon, je ne sais pas.